Bien. Eh bien, écoutez, je suis très, très heureux de vous accueillir ce matin. Monsieur Tring, vas-y, c'est vous. Je suis très, très heureux de vous accueillir ce matin dans cette salle d'honneur de l'Hôtel de Ville d'Arles, qui est une très belle salle, et où nous allons pouvoir vous remercier de votre travail dans notre Camargue. Alors, je voudrais en premier lieu vous présenter l'ambassadrice du riz. Car si nous avons aujourd'hui une ambassadrice du riz, c'est grâce à vous, entre autres, et aussi. Et depuis, je vous le dirai dans les quelques mots d'introduction, maintenant c'est une personnalité de la ville qui nous accompagne. Je voudrais remercier Madame la secrétaire générale représentant Monsieur le sous-préfet qui est excusé d'être présente ce matin, Madame Cécile Mauviso. Je voudrais remercier la présidente de l'association France-Vietnam, Madame Hélène Luc, sénatrice du Val-de-Marne. Remercier mon collègue Roland Chassin, maire et conseiller général des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui est la deuxième commune constitutive du Delta et où, bien sûr, on cultive aussi du riz. Monsieur Raviol, quand on parle de culture du riz, venez avec nous. Venez nous rejoindre. Et s'il y a d'autres collègues riziculteurs qui viennent nous rejoindre aussi. Je voudrais remercier Monsieur le Premier adjoint au maire de Lannemezan, qui est aussi directement concerné par cette belle histoire et qui a pris place parmi nous. Monsieur Robert Hébrard, adjoint à la commune de Fourques, et qui la représente ce matin et qui est aussi une des communes de Camargue. Monsieur Jean-Pierre Dubois, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, et la Ligue des droits de l'homme a pris une part importante dans cette manifestation. Dire toutes mes amitiés au président du Centre français du riz, parce que si nous avons un Centre français du riz, c'est bien parce que nous sommes le seul territoire de France à être cultivé en riz. Cet outil est un de ceux qui marche, qui est le plus efficace pour la défense de la riziculture. Il y a d'ailleurs un certain nombre de coopérateurs qui sont parmi nous. Et puis aussi accueillir la directrice du syndicat de la filière des riziculteurs qui est présente parmi nous. Remercier le directeur du parc naturel régional de Camargue, son président et ses vice-présidents et l'ensemble des administrateurs du parc naturel régional de Camargue qui sont aussi présents. Je pense que doit se trouver dans l'assistance ou près de nous M. Robert Bon qui anime le musée du riz, et puis remercier l'ensemble de celles et de ceux qui sont ici, et notamment Françoise Nissen. Où est-elle, Françoise? Françoise, qui est la présidente des éditions Actes Sud et qui est donc l'éditeur de Pierre Bon. Vous savez que cette maison d'édition créée par Hubert Nissen a pris une place tout à fait particulière dans notre cité d'Arles et que cette grande maison d'édition est pour nous, avec celle d'Harmonia Mundi, une fierté à la fois de par la qualité du travail et de ce qu'elle représente dans l'économie de la ville. Dire aussi un mot de bienvenue à Michel Parfenov, qui est le responsable des éditions Solin. Enfin, remercier Gilles Manseron, qui hier soir a ouvert la conférence avec Pierre Baume, qui a préfacé l'ouvrage de Pierre Baume et qui est rédacteur en chef de la revue de la Ligue des droits de l'homme. Et puis dire toute notre amitié, je ne sais pas où il est, Pierre. Il est où? Voilà. Notre journaliste qui a écrit, approchez-vous peut-être, c'est bon. C'est bon pour vous. Dont on a découvert hier le travail, qu'il a commenté et qui a fait l'objet d'un débat qui était bien intéressant. Voilà, nous sommes très heureux et nous sommes là pour vous honorer, messieurs, de ce que vous représentez sur notre territoire de Camargue et pour la riziculture. Bien sûr, il existe... je voudrais ne pas oublier de remercier Madame la conseillère régionale, Madame Stéphanie Van Musen, qui est aussi adjointe déléguée aux droits de l'homme et aux devoirs de mémoire,
qui est parmi nous, ainsi que Nicolas Koukas, adjoint. Aujourd'hui, il n'a plus ce travail au sein de la municipalité, encore que, mais c'est lui qui a commencé ce travail pour la ville et je le remercie en honorant un certain nombre de lieux de mémoire. Bien sûr, tous les territoires ont une identité et la Camargue plus particulièrement, puisque vous avez eu l'occasion d'y travailler durement. C'est une terre qui est hostile et comme toutes les terres hostiles, elle a été une terre d'immigration. Je ne vais pas remonter jusqu'aux Romains pour dire que ça a été un lieu de conquête et un lieu stratégique pour pouvoir descendre et conquérir Marseille en 25 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez vous rendre et voir le buste de César que l'on a sorti du Rhône et qui est exposé en ce moment au musée départemental de l'art antique, à quelques centaines de mètres d'ici. Mais c'est vrai que la Camargue a été, et depuis cette époque antique, un lieu qui a été traversé. Duby le définissait comme un agrobourg, puisqu'elle est aussi un grenier pour notre région avec la Crau et les Alpilles. Mais comme toujours, lorsqu'il s'agit de pouvoir cultiver la terre, il est fait appel à des hommes qui viennent de l'extérieur. Et de tout temps, notre terre de Camargue a été traversée par différentes présences qui n'étaient pas directement issues du sol camarguais. J'en veux pour preuve, bien sûr, l'ensemble des aménagements qui ont été réalisés dans cet espace camarguais pour des raisons qui étaient industrielles. Et à ce propos, il est toujours utile de lire le livre de Bernard Picon et qui montre bien comment se constitue la Camargue à partir d'une industrie. Et qui dit une industrie, forcément dit l'apport d'hommes venus de l'extérieur pour pouvoir valoriser cette industrie. Et c'est ce qui a été le cas au XIXe siècle, bien sûr, et au XXe siècle, avec une immigration dans le village de Salins de Giraud, que vous connaissez, qu'elle soit cette immigration grecque ou qu'elle soit italienne. Et c'est là d'ailleurs que nous commençons à trouver et à rencontrer votre histoire sur ce territoire de la Compagnie des Salins du Midi, comme cela est parfaitement décrit dans le livre de Pierre Dom. Ces territoires très exceptionnels sont aussi le fait d'une structure foncière qui est particulière, puisque la terre y est hostile, et parce que la terre y est salée, on ne peut admettre que des cultures qui sont largement irriguées. Cela est rendu possible, bien sûr, par la présence du fleuve. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'après la vigne, et avec la vigne, on pense à trouver une solution qui pourrait être celle d'une céréale, qui est la riziculture. Et je dois dire que nous avons ainsi connu, du fait de la riziculture, une immigration importante, italienne, espagnole, pour le repiquage du riz, et puis la vôtre, qui est venue sur notre terre de Camargue, qui est devenue votre terre de ce fait, qui est venue mettre en valeur, mettre en culture cette riziculture camarguaise. Et si l'on discute avec un certain nombre de riziculteurs, et notamment pour le domaine de Méjeanne, avec M. Guillot, il a le souvenir, étant enfant, d'avoir eu à connaître un certain nombre qui étaient venus expliquer comment on pouvait cultiver de la riziculture. Alors aujourd'hui, c'est évident, ce qui avait été dit par Duby est une réalité. Sur les quelques 50 000 hectares que représente la petite Camargue, entourée des deux bras du Rhône, du Grand et du Petit Rhône, 15 à 20 000 sont cultivés en riz. Et elle constitue, cette culture, avec ses conséquences, bien sûr, un élément d'une richesse qui est incomparable pour notre territoire. Aujourd'hui, avec le travail des riziculteurs qui sont installés, on peut estimer à plusieurs dizaines de millions d'euros la richesse produite et transformée grâce à cette culture du riz. Et par ailleurs, on peut être certain
que si on conserve aujourd'hui un système d'irrigation aussi complexe en Camargue, qui coûte fort cher et auquel les collectivités publiques et les producteurs participent, eh bien c'est parce qu'il y a et parce qu'il existe une riziculture, et que donc ce régime hydraulique extrêmement complexe, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans des tableaux qui sont dans cette salle d'honneur de l'hôtel de ville d'Arles, ici sans doute avec le Vacarès, qui sépare la commune d'Arles et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, eh bien c'est parce qu'il y a et il existe une riziculture. Alors effectivement, un territoire, c'est une économie. Dans une économie, il y a bien sûr une économie qui est humaine, et donc des hommes et des femmes qui travaillent sur ce territoire. Et je suis heureux que Pierre Dôme nous ait fait découvrir, à nous qui n'avons pas, parce que nous sommes trop jeunes, connu cette histoire, qui est une belle histoire, une histoire aussi faite de souffrance et de volonté, de nous la faire découvrir et de nous permettre aujourd'hui, même si c'est très tardif, de vous rendre hommage, et un hommage qui soit le plus sincère possible et le plus véritable possible. On a eu aussi l'occasion de connaître ceux qui étaient vos enfants, pour les avoir soit fréquentés dans les collèges et les lycées ou les écoles, ou alors dans un cadre plus professionnel, puisque chacun de ceux qui sont restés ici ont souhaité en même temps pouvoir demeurer sur ce territoire de la Crau, des Alpilles, puisque votre fils habite à Fontvieille et son frère habite aux Saintes-Maries-de-la-Mer, et ils sont présents tous les deux avec le troisième frère, et naturellement mieux découvrir un certain nombre d'éléments qui s'attachaient à votre histoire. La question est évidemment extrêmement complexe, celle de l'identité de son territoire et de son appropriation. Il n'y a qu'à parcourir les différents tableaux de cette salle d'honneur de l'hôtel de ville d'Arles construit par Mansart pour s'apercevoir que l'appropriation pratique, qui permet de créer des richesses, mais aussi l'appropriation sociale et enfin l'appropriation symbolique, est extrêmement complexe sur tous les territoires qui sont traversés par une immigration. Et si je ne faisais référence qu'à ma famille, puisque je suis d'origine italienne, on pourrait se souvenir, pour ceux qui sont de cette origine et qui ont parfois travaillé à vos côtés à la Compagnie des Salines du Midi ou dans les rizicultures, que si nous avons une pelle italienne aujourd'hui qui permettait de faire des fossés pour pouvoir favoriser cette irrigation, c'était parce qu'il y avait eu une immigration italienne qui avait aussi apporté ces méthodes et ces outils. Et en cela, bien sûr, vous avez apporté à cette terre, avec d'autres venus de Marseille, de Paris ou du Gard, vous avez apporté à cette terre une grande richesse. Votre présence et la volonté d'y vivre, d'abord, avec ce que vous pouviez montrer de vos traditions et de votre vie, même si parfois l'économie particulière, comme le disait et l'expliquait Pierre Rebond hier soir, laissait extrêmement peu de place aux loisirs et au divertissement, mais c'est une chose que l'on retrouve à toutes les étapes de cette construction de cette Camargue, qui est aujourd'hui une des plus belles zones humides du monde, classée 17 fois à ce titre-là et faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et si nous avons des flamants roses dans cette Camargue, c'est bien parce qu'il y a de l'eau, et cette eau, elle est pompée, et elle est pompée pour des rizières et pour la Compagnie des Salines du Midi. Et donc, votre travail nous donne aujourd'hui une reconnaissance dont nous n'aurions jamais pu espérer qu'elle fût aussi grande aujourd'hui, où sont débattues à Copenhague les principales questions qui s'attachent à la protection de l'environnement, puisque la riziculture protège notre environnement. Et il faut se dire que depuis l'extrême partie sud de l'Italie jusqu'à de l'autre côté, le bout de l'Espagne, les seuls 40 km du littoral qui sont complètement protégés sont ceux de la Camargue, parce que vous l'avez formé ainsi et qu'il a pu donner naissance à un écosystème et un biotope et un travail de recherche scientifique qui sont tout à fait uniques en Europe, ou tout au moins difficilement reproductibles et aujourd'hui constituant une part forte de notre richesse. Bien sûr, l'identité, c'est aussi, et le territoire, c'est aussi une question politique, complexe elle aussi, et on le voit bien aujourd'hui, la façon dont la question fait débat dans notre société.
Ce que je dirais sur ce sujet, c'est que la question de l'histoire et de la mémoire et du devoir que nous devons en direction de ceux qui ont vécu et travaillé et pensé et réfléchi, fondé une famille, ne doit jamais être instrumentalisée à des fins politiciennes, mais bien être une question politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire traiter de l'intérêt général et permettre à tous d'être reconnus dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il donne à connaître aux autres qu'ils ne connaissaient pas. Cette générosité qui est celle des valeurs de notre République française, eh bien, en venant travailler sur notre territoire, vous les portez de fait, et vous nous avez donné à connaître des enfants et des petits-enfants qui sont dans notre société, qui se réalisent complètement sur notre territoire et de la Camargue et de notre République, et de cela, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Enfin, la relation d'une identité, d'un territoire et des hommes qui la parcourent, c'est une expérience aussi individuelle. Et pour cette expérience-là, décrite si bien hier soir, et les questions qui ont permis de l'éclairer plus encore, avec le travail de la Ligue des droits de l'homme et les différents articles qui ont été produits dans la presse quotidienne nationale ou repris sur les télévisions, c'est d'abord la reconnaissance de la souffrance due au travail. La reconnaissance aussi et le respect de ce que vous représentez vous-même, personnellement, en tant que personne, avec vos femmes, vos enfants et vos petits-enfants. La reconnaissance, c'est enfin les gestes qui s'attachent symboliques à la distinction que l'on peut aujourd'hui faire dans cette salle d'honneur de l'hôtel de ville d'Arles avec des personnalités politiques qui appartiennent à des courants politiques différents, qui sont tous républicains, et en même temps avec la reconnaissance de l'État qui est aujourd'hui présente et représentée par la secrétaire générale de la sous-préfecture. Cette reconnaissance, elle est faite par la ville d'Arles grâce au travail d'un journaliste qui s'est engagé, grâce à un éditeur, grâce à des associations de défense des droits de l'homme. Et nous sommes heureux et fiers, le conseil municipal de la ville d'Arles, ainsi que tous ceux qui sont ici, de vous accueillir ce matin pour vous remettre la médaille de la ville d'Arles et vous remercier. Merci beaucoup et vive la République française! Je vais demander maintenant à Françoise Nyssen, si elle le veut bien, de nous dire quelques mots de cette aventure éditoriale. Oui, quelques mots, parce que l'éditeur n'a pas à dire. C'est les hommes qui sont là, l'auteur, les gens qui ont permis que cette histoire arrive. Et je dirais que d'une certaine manière, si vous aviez quelques doutes sur l'utilité du livre ou d'une maison d'édition à Arles, j'espère qu'aujourd'hui vous avez une preuve éclatante de à quel point le livre est important, à quel point le livre peut dire le monde, peut dénoncer les choses, peut être la mémoire, et c'est cela qui nous importe à Actes Sud, où depuis le début, installé sur ce territoire, créé par un Belge, un Italien, Michel Parfenos d'origine russe. Donc vous voyez comment le territoire peut être traversé par les peuples de partout, comment depuis le début nous nous attachons à faire ce travail avec deux notions essentielles qui sont le plaisir et la nécessité de dire le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le dit, qu'on donne une mémoire à l'histoire grâce et qu'on rend hommage, grâce au bout du compte, au fait qu'il existe un livre qui est le point de départ de cela. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci à Pierre Daume donc, de nous avoir apporté ce projet et de faire en sorte qu'aujourd'hui, grâce à tout le monde et toute cette chaîne extraordinaire, nous sommes tous réunis autour de cette importante histoire et cet important moment. Alors, je vais maintenant passer la parole à un représentant des riziculteurs. Alors, Pierre Raviol, qui est un riziculteur, qui est un homme engagé dans le syndicat de la filière de la riziculture,
qui est aussi quelqu'un qui vient d'une immigration Tout à fait. italienne, Oui. comme moi, comme nous, qui sommes un certain nombre, qui est aussi un de ceux qui a apporté avec Claude Roboul et d'autres encore des manifestations autour de la riziculture et qui a donné une image à cette riziculture, un peu comme d'autres l'ont fait avec l'Arlésienne en d'autres temps. Merci, monsieur le maire. Simplement, oui, aujourd'hui, je représente donc l'ensemble des riziculteurs. Avec moi, j'ai des collègues présents, bien entendu, mais aujourd'hui, en tant que vice-président du syndicat des riziculteurs, je représente la riziculture. Je tiens à vous dire que moi aussi, fils d'émigré, je suis venu avec la pelle italienne, comme dit monsieur le maire, enfin pas moi, mais mon père est venu travailler en Camargue et il se trouve qu'on s'y est adapté et puis finalement, on est devenu riziculteur. Effectivement, ce que je tiens à souligner, c'est que, messieurs, vous êtes venus dans une période trouble, une période difficile, qui était difficile pour l'ensemble des Français d'ailleurs, et vous êtes venus montrer, puisqu'on vous a questionné, quand on vous a mené en France, on vous a questionné pour ceux qui savaient cultiver le riz, et vous êtes venus montrer en Camargue ce qu'était le riz. En Camargue, le riz, il n'y en avait pas quand même tant que ça à l'époque, ça démarrait, et vous nous avez montré. Ça a fait des petits, puisque vous avez certainement souffert, parce que c'est d'abord peut-être les conditions, mais aussi la culture est difficile pour celui qui travaille à la main. Mais vous nous avez fait une extraordinaire cadeau, puisque aujourd'hui, la riziculture, eh bien, c'est quelque chose qui tourne. Nous avons 20 000 hectares en Camargue, surtout particulièrement cette année, donc nous avons la riziculture qui a remonté. C'est la seule céréale dont les cours se maintiennent, puisque en fait dans le monde il en manque, c'est la céréale de base. Et donc je dirais que vous nous permettez à la commune et à la France de continuer à exporter ou je dirais à faire manger les gens, parce qu'on va oublier bientôt que la nourriture va être le principal enjeu de la terre. Et je vous en remercie beaucoup. Je dois passer maintenant la parole à Michel Parfenoff, qui a la direction des éditions Solin, qui vous a publié. J'ai vraiment presque rien à dire. Françoise Nyssen a dit tout ce qu'il fallait dire. Mais c'est vrai que dans la vie d'un éditeur, c'est absolument extraordinaire de publier un livre qui a un tel résultat, un tel écho. Et je suis vraiment très, très ému de tout ce qui se passe. Et je voudrais remercier encore une fois Pierre Daume, qui est un auteur tout à fait exceptionnel. C'est rare d'avoir un auteur aussi présent après avoir écrit un livre. C'est ça qui est important aussi, parce que le livre, il est publié, mais il faut le faire vivre. Et lui a été vraiment la personne qui sait faire vivre un livre. Et le résultat est là, et vous êtes là. Merci. Alors, sur mon chemin de fer doit maintenant devenir Monsieur Gilles Manseron, qui a préfacé l'ouvrage de Pierre Daume, qui est rédacteur en chef de la revue de la Ligue des droits de l'homme, historien et spécialiste du colonialisme français. Est-ce qu'il est là? Ah, pardon. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je dis quelques mots au nom de la Ligue des droits de l'homme, dont je suis aussi vice-président, et en excusant l'absence du président Jean-Pierre Dubois, qui est pris par d'autres engagements. Et je voudrais d'abord dire que c'est vraiment un geste fort que fait aujourd'hui la municipalité d'Arles pour la reconnaissance du sort qui a été réservé aux travailleurs vietnamiens requis à la veille de la Seconde Guerre mondiale et reconnaissance de leur apport à l'économie de la Camargue. C'est un geste fort de reconnaissance dans un pays qui a souvent du mal à regarder en face toutes les pages de son passé et qui a souvent du mal à donner acte de ce que certaines pages, comme dans l'histoire de tous les peuples d'ailleurs, ont été moins glorieuses que d'autres. C'est un président de la République qui avait dit « Un peuple se grandit à regarder en face les pages sombres de son passé ». En l'occurrence, c'était le président Chirac. Mais quand il a dit ça,
quand il a prononcé cette phrase, il parlait de la Turquie. Et s'il a su mettre en œuvre ce principe en ce qui concerne le rôle des autorités françaises durant la Seconde Guerre mondiale dans la déportation des Juifs, ce qui s'est passé sous sa présidence vis-à-vis d'une autre page sombre de notre passé qui concerne la période coloniale est symptomatique des difficultés dans notre pays à s'appliquer à soi-même un principe qu'on demande, à juste titre d'ailleurs, à d'autres de s'appliquer. En effet, on se souvient que c'est sous sa présidence qu'une loi avait été votée qui voulait enjoindre les enseignants à montrer sous un jour positif la colonisation, désignée sous la périphrase euphémisante de présence française outre-mer. Même si ce président a eu finalement la sagesse, devant les oppositions que cela suscitait, de retirer l'article le plus choquant de cette loi. Mais depuis cet épisode, le malheur, c'est que cette attitude de bon sens dont avait fait preuve finalement le président de la République et qui avait permis de mettre fin en 2006 à l'émoi suscité par cette loi, a été remplacée depuis par une sorte d'autosatisfaction globale qui nous semble, à la Ligue des droits de l'homme en particulier, mais beaucoup partagent ce sentiment, lourde de multiples dangers. Il faudrait être globalement, sans faire la part des choses et des faits, fiers d'être français. Et ceux qui n'adhéreraient pas à cette autoglorification globale seraient implicitement de mauvais Français. C'est là que nous disons, à la Ligue des droits de l'homme, qui a été fondée lors de l'affaire Dreyfus, dans un moment où il fallait s'opposer à la montée du nationalisme, qui incitait au rejet de ceux qui étaient bien injustement accusés d'être de mauvais Français, accusés de faire le jeu de l'Allemagne en critiquant une décision injuste d'un conseil de guerre, c'est là que nous disons, à la Ligue des droits de l'homme, attention. Attention, dans notre histoire, il y a eu de grandes choses, à commencer bien sûr par la proclamation des droits de l'homme lors de la Révolution française, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas regarder notre passé d'un regard critique. Et c'est pour cela, j'y reviens, que le geste fait aujourd'hui par la municipalité d'Arles est un geste fort et un geste important. Rappelons-le, pendant la Première Guerre mondiale, comme à la veille de la Seconde, des milliers de travailleurs indochinois ont été réquisitionnés, de gré ou de force, en fonction de besoins de la métropole. Celle-ci considérait comme naturel son droit à se servir, selon ses besoins, dans les richesses des territoires soumis de l'empire colonial, qu'il s'agisse de caoutchouc, de minerais ou d'êtres humains dont, en l'occurrence, l'humanité elle-même était niée. Pendant la Première Guerre mondiale, 50 000 Indochinois ont été transférés en France. Et en 1939 et 1940, environ 20 000 hommes l'ont été de nouveau. Et la plupart d'entre eux, 14 000 environ, ont été utilisés en France sous un mode quasi colonial, d'une manière inspirée directement du statut des indigènes dans l'espace colonial. Et on a rappelé hier que ces personnes étaient gérées par un service officiel qu'on appelait la main-d'œuvre indigène, MOI. Cette inégalité, cette discrimination fondamentale entre citoyens français et indigènes, qui était de règle dans l'empire colonial, s'est trouvée transférée sur le sol français au mépris de tous les principes des droits de l'homme. Certes, cela s'est passé dans un moment particulier de notre histoire, celui d'une France occupée, un moment qui a été marqué aussi par d'autres discriminations et d'autres crimes. Mais cela a été aussi rendu possible par l'installation durable d'un certain nombre de stéréotypes et de représentations liées à l'époque coloniale. Stéréotypes et représentations qui, hélas, n'ont pas complètement disparu avec elle et continuent à circuler dans notre société. Mais je voudrais terminer par une note optimiste, par une note d'espoir, en évoquant la formidable rencontre qui a marqué ensuite la vie d'un certain nombre de ces hommes, votre vie, messieurs qui êtes ici et qui en êtes des témoins vivants, rencontre parce que vous avez pris,
votre place pleinement dans la société française et vous y avez apporté vos connaissances et vos talents. Cette rencontre a été marquée d'abord par la déception face à la France coloniale. Mais ensuite, vous avez découvert un autre aspect qui, j'espère, continuera toujours à prévaloir sur ces autres aspects négatifs dont il ne faut pas nier l'existence au sein de cette société comme de toute autre. Sa capacité à cette société à accueillir, à aimer, à se transformer au contact de gens venus d'ailleurs et qui prennent place en son sein. Monsieur Le Badang, qui est à ma droite, a eu dans le journal La Provence, en répondant aux questions du journal La Provence qui est paru ce matin, une phrase que j'aimerais citer et qui résume bien cette déception vis-à-vis de la France coloniale. « J'avais 18 ans, a-t-il dit, je savais juste que la France était belle et que je voulais la voir. Je me suis engagé et j'ai été tellement déçu. C'était minable, méchant, inhumain, l'esprit colonial. » Et hier, on en a donné des exemples, les bottes réservées aux Français ou aux Européens et les Indochinois qui travaillaient pieds nus dans les rizières, leur rémunération dont Pierre Daume a reconstitué le montant et qui sont des exemples de ce que nous n'avons pas voulu voir, qui est cette discrimination fondamentale qui était rendue possible par l'esprit ambiant de l'époque coloniale. Donc ça, c'est la déception. Mais je disais que je voulais terminer par une note optimiste. Après cette déception, pour ceux qui sont restés en France, eh bien, il y a eu une autre découverte, une autre rencontre. On pourrait dire la découverte d'une autre France, car la France, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble qui est constitué d'individus qui ont chacun leur histoire et qui est marqué par un certain nombre de conflits, de confrontations et d'affrontements, y compris d'affrontements de valeurs en son sein. Il n'y a pas de valeurs françaises, d'universalisme français. Il y a au sein de la société française des gens qui se battent pour l'universalisme, pour les valeurs des droits de l'homme, et d'autres qui se voilent la face et les nient dans la réalité. Donc, une note d'espoir pour marquer ce qui s'est passé par la suite. Ce qui s'est passé par la suite, c'est une rencontre. Et je voudrais citer une autre phrase d'une autre personne qui, je crois, n'est pas là, mais qui a envoyé une lettre qui a été lue hier lors du débat, M. Thieux, rapportant les impressions que ce monsieur ressentait. Il a été dit dans cette lettre qu'il a toujours considéré qu'il est du pays où il vit. Un pays est constitué par l'ensemble de ses habitants et par l'ensemble des histoires que ceux-ci portent avec eux. Et je crois que dans une période où un certain nombre de thèmes sont agités avec des arrière-pensées évidentes et portent en elles un certain nombre de risques, il est important de rappeler cela. Notre pays est un ensemble d'individus qui y ont pris leur place, qui ont parfois été victimes d'un certain nombre de comportements qu'il faut reconnaître et qui ont apporté à ce pays un certain nombre de richesses qu'il ne s'agit pas de rejeter et sur lesquelles il ne s'agit pas de jeter la suspicion. C'est un petit peu le message dont, en ce qui concerne la Ligue des droits de l'homme, nous voulons être porteurs dans la période que nous traversons. Merci à tous. Et puis je vais demander maintenant à l'auteur de l'ouvrage Immigrés de force, les travailleurs indo-chinois en France, 1939-1952, à Pierre Daume, de bien vouloir venir nous dire deux mots. Oui, merci. Allô ? Allô ?
c'est parce que, alors, est-ce qu'il marche? Oui, ça y est, ça marche. Alors, je suis vraiment très ému aujourd'hui, naturellement. Je ne vais pas parler longtemps. J'ai pris un micro baladeur parce que je vais en fait essentiellement, Monsieur le maire, vous présenter un par un chaque ancien travailleur présent. Alors, on va peut-être couper un autre micro pour qu'il n'y ait pas un effet. Non, ça marche. Bien. Mais si ce micro ne marche pas, je vais aller à ce micro-là. Allô? Oui, ah oui, là, ça marche beaucoup mieux. Donc je vais maintenant présenter à Monsieur le maire chacun des anciens travailleurs indochinois ici présents, afin que le maire leur remette la médaille de la ville gravée en leur nom. Et juste avant de faire cela, je vais naturellement adresser un très chaleureux remerciement à Monsieur le maire, et je vais placer, si vous voulez bien, cette remise de médaille sous l'esprit de déjà tous les camarades, les anciens travailleurs indochinois encore vivants en France. Nous en avons repéré une petite trentaine, nous les avons tous contactés, nous l'avons tous transmis l'invitation de Monsieur le maire d'Arles, et ces hommes n'étant plus dans la toute première jeunesse, on peut le dire, seulement 9 ont pu faire le déplacement ici aujourd'hui. Donc, nous pensons tous très fort à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous pensons aussi très fort à tous ceux qui sont au Vietnam, puisque sur les 20 000 travailleurs indochinois recrutés en 1939, la plupart ont fini par retourner au Vietnam, et donc il existe encore au Vietnam quelques dizaines de travailleurs indochinois encore vivants. Et donc nous pensons aussi à eux. Et nous pensons naturellement à tous les autres qui sont déjà partis. Donc, Monsieur le maire, permettez-moi de vous présenter. Nous allons commencer par Les Phan Phu. Alors, Madame Bertrand va donner la médaille de Monsieur Les Phan Phu. Et alors, Les Phan Phu, Les Phan Phu, qui est aujourd'hui un jeune homme de 92 ans. Maintenant, la médaille de Monsieur Thieu Phan Mu. Et M. Thieu Phan Mu vient de remettre à Monsieur le maire un ouvrage qu'il a écrit. Ce sont ses mémoires de son arrivée en France qu'il a écrit tout d'abord en direction de ses enfants, de ses petits-enfants, pour que sa mémoire ne se perde pas. Nous allons maintenant prendre la médaille de M. Nguyen Trong Hoan. Donc, Hoan est un vaillant jeune homme de 95 ans.
Je vais maintenant demander à mon cher ami Dang de se lever. Leba Dang est un artiste internationalement reconnu. Et Dang est un des rares ici à avoir travaillé dans les rizières de Camargue. Maintenant, ce gentleman extrêmement bien habillé, Nguyen Ngoc So. Maintenant, je vais demander à mon compagnon montpelliérain, Din Phuong Khie, de venir recevoir sa médaille. Chers amis journalistes, chers collègues de la télévision, je vois beaucoup de caméras, donc je tiens à vous présenter un de vos collègues qui a été cinéaste, qui habite à la Grande Motte et qui s'appelle Pham Phan Nhan. S'il te plaît, Nhan. Maintenant, s'il vous plaît, un ancien travailleur indochinois de la 15e compagnie, Tran Phan Tan. Et maintenant, le dernier de cette liste aujourd'hui, Tran Phan Trinh. Et maintenant, chers amis, 2 médailles vont être remises, 2 médailles tout à fait particulière. L'une, et c'est une note très triste, aujourd'hui, il y avait un 10e travailleur indochinois qui était prévu d'être parmi nous aujourd'hui, qui a eu un grave accident cardiaque et qui est décédé il y a quelques jours. Sa fille est parmi nous, Nadia, la fille de Bui Phan Diem, qui va recevoir la médaille au nom de son père. Mon père devait être aujourd'hui ici
avec vous, avec les anciens. Et il est décédé il y a 24 heures, hier à midi. Alors je vais saluer de sa part tous ses collègues. Et maintenant, c'est avec beaucoup de plaisir que j'appelle ici les deux filles, Myriam et Annick, les deux filles de mon vieil ami, Lehu To. Annick. Parce que je pense que nous ne serions pas ici aujourd'hui si Lehu To n'avait pas existé, si Lehu To n'avait pas écrit le récit de ses mémoires, qui s'appelle Itinéraire d'un petit mandarin, et c'est avec beaucoup de plaisir que je fais de la publicité pour ce collègue, plus que pour mon livre. Itinéraire d'un petit mandarin est sorti il y a 10 ans environ. C'est un ouvrage extraordinaire, riche d'enseignements, riche d'émotions. Et lorsque j'ai rencontré Lehu To, lorsque j'ai démarré mon travail, j'ai tout de suite rencontré Lehu To. Et à la fin de l'entretien, la chose qu'il m'a dit, c'était il y a déjà 5 ans, c'était « Moi, tout ce que je désire maintenant, c'est que la République française reconnaisse un jour ce qu'il est arrivé à mes camarades. » Et il m'a dit, le premier qui pourrait le faire serait le maire d'Arles, parce que mes camarades sont venus dans les rizières et dans le sel, et quant aux rizières, ils ont permis de lancer le riz Camarguais. Et donc c'est avec cette idée-là dans la tête que 5 années plus tard, lorsque mon livre est sorti, j'ai pris l'initiative de contacter le maire d'Arles, et qu'ensuite tout s'est enchaîné et que vous êtes là aujourd'hui. Donc j'ai une pensée très très forte pour mon ami To, qui se réjouissait énormément d'être ici aujourd'hui. Vous l'imaginez, il est mort brutalement il y a 2 mois. Il avait déjà préparé le discours qu'il comptait lire aujourd'hui, prononcer aujourd'hui, et une de ses 2 filles lira le discours de leur père dans quelques minutes. Merci beaucoup. Voilà, et je vous présente surtout son arrière-petite-fille, Zoé, pour vous montrer que l'histoire continue. Bien, alors d'abord, avant de passer à quelques témoignages, donc, c'est la fille de To qui va lire le premier texte. Je voulais excuser le président du conseil régional, Michel Vauzel, qui aurait tant voulu être parmi nous ce matin et qui préside à Marseille le congrès des régions de France. Et je vous transmets son respectueux et amical salut à vous tous qui êtes là dans cette salle d'honneur de l'hôtel de Ville d'Arles. À vous. Puis après, on a un certain nombre de lectures. Eh bien, merci de me céder la parole. Je n'aurais pas dû être devant vous aujourd'hui. Et je suis donc Myriam Lehu, l'une des 2 filles de Lehu To. Si je suis devant vous aujourd'hui, on vient de vous le dire, c'est parce que pour lire le discours qu'il avait préparé pour cette journée de commémoration. Mon père avait beaucoup œuvré pour faire connaître l'histoire des ONS. Hélas, la vie en a décidé autrement, il n'est pas là aujourd'hui. Monsieur le maire d'Arles, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, pour saisir la signification de cette journée commémorative,
en hommage aux travailleurs indochinois, autrement dit vietnamiens, il faut faire un saut en arrière qui va débuter en septembre 1939, date de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui croient bien connaître l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale seront étonnés d'apprendre la participation de 20 000 travailleurs ONS indochinois et de 15 000 soldats d'origine paysanne mobilisés pour soutenir l'effort de guerre de la France en 1939-40. Ce furent la rapidité de la campagne allemande et de la défaite française de juin 1940 qui eurent pour effet d'arrêter la migration des Vietnamiens vers la France. Si la guerre avait continué, il y aurait eu une ponction de 90 000 hommes au Vietnam prévue par le gouvernement français. Pour mémoire, il y avait 150 000 Indochinois requis pour le besoin de la guerre 1914-18. Personne ne s'en souvient aujourd'hui. De même, le grand public ignore l'origine de la culture du riz en Camargue. À la défaite de juin 1940, nous étions 20 000 hommes jetés dans la tourmente de la débâcle avant d'atterrir en Provence et en Midi-Pyrénées, où nous avons bénéficié d'un climat plus clément. J'avais 20 ans, je fus l'un de leurs interprètes, j'ai partagé leur sort misérable, le froid, la faim, les humiliations, les maltraitances, les souffrances de l'exil. Après la défaite de juin 1940, nous sommes restés coincés en France pendant 10 ans. Le dernier convoi de rapatriement a eu lieu en 1951-52. Sur ces 35 000 Indochinois, 10% ont choisi de rester en France. C'est mon cas et celui de quelques autres présents dans la salle. Au cours de leur séjour en France, plus de 1000 hommes sont morts ici, loin de leurs terres et de leurs racines. Je rappelle qu'en 1938, avant la guerre, la France importait de l'Asie 600 000 tonnes de riz, dont 80% venaient d'Indochine. La défaite de juin 1940, c'est aussi la perte de l'empire colonial français. La France ne recevait plus de riz. C'est alors que l'État français de Vichy prit l'initiative de haute importance d'utiliser la main-d'œuvre indochinoise dès 1941, main-d'œuvre disponible sur place pour acclimater la riziculture en Camargue. Ainsi commence la véritable histoire du riz en Camargue. D'autres sites en France ont été choisis pour expérimenter la riziculture, dans l'Aude, dans l'Aquitaine, mais avec moins de succès. Pour les semences, on était allé les acheter dans le Piémont en Italie. Ainsi, les paysans vietnamiens ont réitéré avec bonheur leurs gestes ancestraux et apporté avec succès leurs expériences traditionnelles dans les rizières de Camargue. La première récolte en septembre 1942 fut immédiatement un succès, 180 tonnes pour 50 hectares. En 1943, la production du riz atteignit 600 tonnes pour 230 hectares et en 1944, 2200 tonnes pour 800 hectares. Cette manne miraculeuse a perduré jusqu'en 1960, date de la reprise du commerce du riz avec l'Asie du Sud-Est, où l'on fait 3 récoltes d'excellente qualité par an. Sous l'occupation, le riz valait son pesant d'or. On échangeait 1 kilo de riz contre 50 kilos de ciment. Beaucoup d'Arlésiens ont fait fortune avec quelques hectares de riz. Jusqu'à aujourd'hui, lors du festival annuel du riz en septembre à Arles, personne n'a songé à rendre hommage et justice à mes compagnons d'infortune pour leur apport inestimable à l'identité de la région. À chacune de mes demandes de participation à cet événement, on me répondait inlassablement « On pensera à vous l'année prochaine ». J'ai aussi écrit à tous les riziculteurs arlésiens, la liste était longue, pour solliciter leurs témoignages. Un seul m'a répondu, M. Schmitt. Alors, aux autres, je dédie un dicton vietnamien « Quand tu manges un fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre ».
Mais aujourd'hui, à l'instar d'un ancien président de la République de France, toujours vivant, je jette aux deux bras du Rhône rancœurs et rancunes, mépris et injustice pour savourer la joie et le bonheur de cette journée commémorative. Avant d'adresser mes remerciements sincères à la municipalité d'Arles, je me tourne vers Pierre Daume. Je ne sais pas où il est, Pierre. Voilà. Alors, écrivain et journaliste du quotidien Le Monde, pour lui témoigner ma gratitude au nom de mes compagnons, les travailleurs ONS vietnamiens. Sans ton humanisme, sans ton intervention, cette journée commémorative n'aurait jamais eu lieu. Les travaux d'investigation de ton ouvrage d'enquête intitulé « Immigrés de force », 70 ans après, sur les rescapés des travailleurs indochinois, ont interpellé la conscience française et ont donné naissance à ce jour mémorable. La plupart de ces hommes, mis au service de la France durant la dernière guerre mondiale et qui ont cultivé le riz en Camargue pendant leur exil forcé de 10 ans, ont presque tous disparu. Ce qui importe aujourd'hui, c'est leur dimension humaine. En rétablissant cette vérité historique, Pierre, tu nous as rendu honneur et justice. Je suis totalement heureux de voir réaliser enfin mon rêve au soir de ma vie. Je viens de fêter mes 90 ans le 28 septembre. C'est pas vrai puisqu'il est décédé le 8 septembre. Voici ce que j'ai écrit en 1996 dans mon témoignage, dans son livre qui s'appelle « Itinéraire d'un petit mandarin ». Il écrivait « La France se doit de ne pas oublier les sacrifices de ces hommes qui ont laissé leur âme sur son sol et de leur rendre hommage autant que justice. Ce sera tout à son honneur et à sa grandeur. » J'ose, en toute modestie, suggérer qu'une stèle portant leur nom soit érigée au bord des rizières de Camargue. Peut-être ne suis-je qu'un rêveur solitaire, mais l'imprévu arrive toujours. Cette reconnaissance officielle est la moindre des choses. Elle honore le pays d'Arles et contribuera à maintenir l'amitié franco-vietnamienne. Il est heureux de constater que la France et le Vietnam ont su surmonter rancœurs et rancunes, victoires et défaites pour bâtir ensemble un avenir meilleur dans le respect mutuel. Je vous remercie de notre bienveillance. Nous a rejoint ce matin Nguyen Van Tan, qui est âgé de 88 ans et qui était lui aussi dans la MOI. Et on va lui remettre la même distinction qu'à ses collègues qui sont là ce matin. Il y a un certain nombre de témoignages qui veulent être lus par ces messieurs qui souhaitaient. Alors. Merci, messieurs, mesdames. Je suis un peu ému par le discours de Myriam à propos de son père, qui est un grand ami à moi. Alors, qu'il a bien dommage qu'il ne soit pas aujourd'hui ici. D'ailleurs, ça fait dit dans le discours. Tout ce qui s'est passé ici, au Vietnam, ou en France, c'est déjà décrit, c'est déjà expliqué par M. le maire et puis quelques personnalités ici. Ce n'est pas bien que je répète. Je suis né aussi au même endroit, c'est-à-dire même ville que les Houthos, c'est ça qui veut parler. Alors, on était jeunes, en ville, on sort ensemble,
de temps en temps. Et le plus remarquable, le plus remarqué pour moi, c'est que on a fréquenté, non, on a, comment je dis, oui, c'était, on a, le mot j'ai perdu déjà. Enfin, on a fréquenté les mêmes filles. C'est bien ça, oui. Là, C'est bien fréquenté. Il y en a d'autres, mais il y a d'autres, mais là c'est un souvenir qui est inoubliable. bravo. Et en arrivant ici, on est bien entendu, on est sur le même bateau. On est arrivé à Marseille et puis dispersé. Lui, il est de 35 compagnies, 35e compagnie. Et moi, je suis de 29e compagnie. Je me rappelle plus son numéro d'immatriculation, mais le mien, bien sûr, je me rappelle encore, c'est numéro 12, comme interprète. Alors, on est arrivé, on est dispersé à Lyon. Parlez dans le micro. Pardon. Dispersé à Lyon, à Belfort et un peu partout par certaines compagnies pour travailler dans l'arsenal militaire pour la guerre. Et je me souviens encore, nous, on a travaillé, on a fait rempli c'est pas des choses, c'est-à-dire des phosphores, mais on a travaillé sous l'eau, dans l'eau plutôt, parce que si le phosphore il sort dehors, à l'air, ça brûle, ça fait du feu tout de suite. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a d'autres prises de parole derrière. Bon, oui, merci. Alors, tout simplement quelques mots comme ça, je vous remercie, messieurs, mesdames, de bien entendu. Je remercie monsieur le maire beaucoup pour les 2 livres que vous nous avez donnés à l'hôtel. Monsieur, alors il faudra être bref parce que sinon on ne va pas arriver à terminer. J'ai du riz après. Oui. C'est de riz. Non, c'est pas long. Juste une centaine de mots. D'abord, je remercie la ville d'Arles, monsieur le maire, son conseil municipal, d'avoir pensé à nous. Mesdames, messieurs, permettez-moi de prononcer juste une centaine de mots, dont les voici. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie, c'est l'ambiance. Oui. La ruine qui inondait les entours de sa clarté. Quel pays y a, ne lui, sa mélancolie. 8 mai, le parfum de printemps, respirer, aspirer l'arôme du thé. Et là, mon cœur est plein de la nostalgie de la terre natale. C'est la terre de ma patrie que j'ai toujours aimée. Oui, on rêvait dans le lendemain toujours mieux que la veille. Et parfois, j'ai l'impression quelque chose dans ces zones, dans ces roches et ces bois, qui fait partie de ma chair et de mon sang. Et j'espère d'être heureux de les revoir. Car mon amour envers mon pays natal, c'est indéracinable.
est là. Aujourd'hui, c'est la France que je choisis pour vivre et mourir. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, si je me permets de prendre la parole devant vous, monsieur le maire, et devant cette assemblée, c'est pour vous exprimer ma profonde gratitude envers vous. Monsieur le maire a tout expliqué, Myriam Léoutan a déjà raconté tout. Alors, je fais tout simplement un petit résumé de notre parcours qui a duré, c'est un parcours qui dure 70 ans. Il faut que je résume en quelques minutes pour vous mettre au courant comment nous sommes au Vietnam. Et puis, il y a ce jour ici à la mairie d'Arles. Bien, lorsque je me suis engagé en 1939 comme interprète pour les ouvriers non spécialisés, embarqué pour la France, j'étais heureux à l'idée de découvrir ce beau pays que je ne connaissais qu'à travers des livres. Hélas, à notre arrivée à Marseille en décembre 1939, notre camp d'accueil est la prison de Bourmette. C'est une prison. Ensuite, la vie dans les camps à Saint-Chamond, puis à Vénissieux, m'a fait vite déchanter. La vie était très dure pour mes compatriotes dans les camps en général, dans les usines pour mélanger la poudre ou en camac pour ramasser le sel ou faire pousser le riz. Et puis, tout cela s'est terminé. Nous avons fait une autre vie. Certains sont restés en France, les autres sont retournés au pays pour y subir d'autres calvaires. Et puis personne n'a pu parler de nous. Quand M. Pierre Daume a publié « Immigrés de force », un ouvrage remarquable par sa documentation, ses souvenirs recueillis auprès de ces anciens travailleurs encore vivants, tant en France qu'au fin fond du Vietnam. Grâce à lui, la presse en parle. Le journal télévisé diffuse des reportages sur ces anciens travailleurs indo-chinois pendant la Deuxième Guerre. Et aujourd'hui, vous, Monsieur le maire, en élu de la République française, vous nous invitez pour rendre hommage à nos camarades qui ont été envoyés travailler en Camargue et qui ont ainsi contribué à accroître la richesse de votre région. Ces hommes étaient des ouvriers non spécialisés pour fabriquer des armes, mais ils étaient spécialisés dans la culture de riz. C'est ce qu'ils faisaient depuis des millénaires. Parmi eux, j'aimerais citer le nom de mon ami, M. Wu Quốc Phan, qui aurait tellement aimé être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, sa santé l'empêche de se déplacer. C'est lui qui a sélectionné les 250 ouvriers constituant le premier détachement pour la Camargue. S'il avait été là, il vous aurait raconté sa visite en Camargue en septembre 1942 avec le commandant Toudé.
Ils sont venus fêter la première récolte de riz indo-chinois à Camac. Il m'a dit au téléphone il y a quelques jours que, à ses yeux, le geste que vous accomplissez aujourd'hui, c'est comme si vous reconnaissiez le mérite des travaux indo-chinois malmenés dans les camps à Choc, à Bergerac, à Toulouse, à Bordeaux et dans d'autres villes. Bien, au nom de mon ami Koukfan et de tous ces ouvriers qui ne sont pas présents aujourd'hui, je vous dis, Monsieur le maire, un très grand merci. Voilà, j'ai donc demandé à M. Tran Van Trien s'il m'autorisait à relire sa lettre manuscrite avec une très très belle écriture. Je ne vais pas trahir ses phrases, donc certaines, il manque un peu des petites choses, mais on comprendra. J'ai trouvé son message très très beau. La nostalgie, la lune qui inondait les alentours de sa clarté, quel paysage ne porte en lui sa mélancolie? Humer le parfum de printemps, savourer l'arôme du thé. Hélas, mon cœur plein de la nostalgie de la terre natale, c'est la terre de ma patrie que j'ai toujours aimée. Oui, on rêvait d'un lendemain toujours plus beau que la veille. Et parfois, j'ai impression quelque chose dans ce sol, dans ces roches et ces bois, qui fait partie de ma chair et de mon sang. Et j'espère d'être heureux de les revoir, car mon amour envers mon pays est indéracinable. Hélas, aujourd'hui, c'est la France que j'ai choisie pour vivre et mourir. Signé M. Tran Van Trien, qui vient de Cavaillon. Et pour clore ces témoignages, nous allons entendre celui de qui était à Salène de Giraud. Et après, nous nous retournerons et nous partagerons le verre de l'amitié, bien sûr. Monsieur Hervé Chiavetti, maire d'Arles, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Madame Stéphanie Van Massen, conseillère municipale déléguée au devoir de mémoire et le conseil municipal. Monsieur Pierre Dôme, journaliste, auteur de l'ouvrage Émigrés de force, les travailleurs indo-chinois en France de 1939 à 1952. Au nom de tous mes compatriotes ONS venus en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier ceux de la 25e compagnie et de la 41e compagnie des travailleurs indo-chinois qui ont travaillé dans la culture du riz et dans les salines de la région camagaise. Je remercie sincèrement de tout mon cœur aux autorités de la ville d'Arles d'avoir l'initiative d'organiser cette rencontre historique et mémoriale. Hommage rendu aux travailleurs indo-chinois. Ces derniers, recrutés de force, sont venus en France pendant la Seconde Guerre mondiale pour les travaux logistiques, remplaçant les jeunes Français au front. Je remercie aussi à M. Pierre Dôme, auteur de l'ouvrage, journaliste sans fatigue et dynamique, qui a mis beaucoup de temps, de peine et de patience pour rencontrer, contacter, questionner non seulement les Vietnamiens résidant en France, mais aussi au Vietnam
dont certains vivaient dans les régions reculées à travers sentiers, champs, monts et montagnes pour enfin donner à son ouvrage une certaine valeur qui reflète bien la réalité sur la situation des travailleurs indo-chinois dans le temps. Nous faisons partie de la 25e compagnie dont le bureau se situe dans la rue des Arènes. Arrivé à Arles vers le milieu de l'année 1942 et nous y sommes restés jusqu'à la libération de la ville. À part la culture de riz, nous avons travaillé dans les vignes. Notre ennemi n'est pas seulement les moustiques et les arabies qui piquent, qui entrent partout dans le nez et les oreilles, mais la faim qui ronge l'estomac durant les mois de l'hiver, le manque de vêtements, de chaussures, c'est pas seulement ceux qui travaillent à Arles, mais ceux qui travaillent dans les salines, le manque de dignité personnelle, le manque et surtout la nostalgie du pays et de la famille qui enserre notre cœur. Nous avons vu arriver les troupes allemandes sur le temps et nous les avons vus aussi quitter la ville en débandade, jussés sur les chevaux, sur des mulets et des bœufs. Donc, majorité faits prisonniers par les partisans français ici à Arles. Nous avons vu, pendant les bombardements de la ville d'Arles par les avions américains, nous nous sommes formés en équipe pour secourir la population arlésienne à relever les ruines, sortir les morts et les blessés jour et nuit sous les ruines des maisons, surtout du côté de la gare d'Arles, violemment bombardée, ainsi que le pont de Trinquetail. Excusez-moi, je n'ose pas faire perdre du temps à cette journée commémorative. J'arrête ici, tout en faisant une remarque. Si l'ouvrage de M. Pierre Dôme est sorti 15 ans avant ici, avant notre date, c'est-à-dire dans les années 1994-1995, il peut jouer un rôle non négligeable sur les revendications des retraites complémentaires de l'Irlande pendant 8 ans de la Moët. Et seulement pour 600 personnes vivant encore au Vietnam en cette période, c'est-à-dire la période 1994-1995, il ne reste que 600 personnes. Le gouvernement français continue à refuser et que les Vietnamiens vivant en France ont eu ce privilège. Et voici, j'ai encore ici le document des camarades au Vietnam. Messieurs, dames, chers amis, chers camarades, Arles, ville d'art, ville de cité romaine, de théâtre antique et de magnifiques arènes, mais aussi rustique, risicole, avec ses milliers d'hectares de riz. Nous, Vietnamiens en France, pourrions-nous imaginer qu'un jour, la ville d'Arles sera jumelée avec une ville au Vietnam, dont le pays ravagé par 30 ans de guerre de libération nationale se relève doucement et occupe actuellement le deuxième pays d'exportation de riz du monde avec ses 6 millions de tonnes cette année. Et pour ainsi enrichir les relations culturelles, scientifiques, agricoles, serrer les liens d'amitié existants de longues années entre le peuple français
et le peuple vietnamien. Merci de votre attention. Merci. Voilà, écoutez, je vous propose de les rencontrer, de prendre leur témoignage et puis de partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup.